Bon, bonjour à tout le monde. Il est évident que comme paléontologue professionnel, je ne peux absolument pas rentrer dans toutes les questions techniques qui ont été abordées. Il me faut 3 heures pour faire un cours sur l'origine des primates seulement. Alors vous comprenez qu'avec les vertébrés plus, l'homme plus, etc., on ne serait pas sorti de l'auberge. Je voudrais juste recadrer une série d'idées qui me paraissent importantes. En particulier, qu'est-ce que c'est que ce qu'on pourrait appeler les sciences de l'évolution? Il y a 2 aspects. Il y a vraiment l'histoire de la vie, ce que font les paléontologues, et puis il y a les gens qui travaillent sur les mécanismes. Ce n'est pas du tout les mêmes disciplines. Les gens qui travaillent sur les mécanismes, ce sont les généticiens des populations, les gens qui font la génétique écologique, la génétique du développement, et puis les naturalistes qui étudient les spéciations en cours. Ça, on peut le dire à M. Tasso. Toute une partie des zoologistes et des botanistes pensent qu'ils sont en train d'étudier des spéciations en cours, quand il y a des sous-espèces et des choses comme ça. Bon, personne ne représente ces disciplines ici, et moi je ne les représente pas non plus. Moi je fais partie de cette communauté scientifique qui étudie la paléontologie. Pourquoi est-ce que je crois ce que disent les paléontologues? Chaque année, depuis 30 ans, je vais sur le terrain tous les étés. Chaque année, je lave, je tamise, je trouve les fossiles. Je retourne dans les couches géologiques. Je vois où, géologiquement, sont situés les fossiles. Pour faire ma thèse, je suis allé voir tous les originaux dans les musées. Donc les primates fossiles qui sont dans ma thèse ou dans mes articles, j'ai tous vu les originaux. Et donc, comme j'ai vu les originaux dans ma discipline et dans ce que je publie, je n'ai pas de raison de mettre en doute ce que publient mes collègues qui font la même chose. Nous avons la même profession, nous faisons la même chose. Et en plus, alors pourquoi est-ce que je crois à l'évolution comme histoire de la vie? L'histoire de la vie est très intégrée dans l'histoire de la Terre, elle est extrêmement cohérente avec ce que disent la géophysique, elle acquiert maintenant une grande précision grâce à l'histoire du climat qui vient s'y intégrer. Et comme je suis spécialiste de mammifères primitifs, alors des primates pendant le tertiaire, et puis j'ai publié aussi sur d'autres mammifères, je fais même partie des gens qui ont publié dans Nature, j'ai publié, et de première main, je connais de première main, ces mammifères du début du tertiaire. Alors tous ces mammifères du début du tertiaire, vous savez, c'est en Amérique du Nord que dans les années 1870-1880, on a commencé à trouver la fameuse série évolutive du cheval, doublé d'une série évolutive des chameaux et des camélidés, d'une magnifique histoire des rhinocérontidés, etc. C'est là qu'on a trouvé les exemples de macroévolution, parce que le cadre géologique était favorable. On n'a pas des fossiles de toutes les époques partout, et on n'est pas très nombreux d'ailleurs comme paléontologues. Mais là où la géologie est favorable, on a trouvé ces très belles séries évolutives, et c'est à ce moment-là que les paléontologues, qui n'étaient pas évolutionnistes avant, juste à l'époque de la publication de l'origine des espèces, beaucoup de paléontologues ne croient pas à l'évolution. Parce que c'est après seulement qu'on a trouvé ces exemples dans le cadre géologique très favorable de l'Amérique du Nord. Les Américains ont de la chance. Il y a des bassins continentaux remplis qui se succèdent du nord au sud. Ils sont remplis de fossiles d'un bout à l'autre. Et là, on a trouvé ces transitions très belles dans la série évolutive du cheval et dans d'autres séries qui brillent par leur absence dans la classe de la création, n'est-ce pas? Dans la classe de la création, vous avez un chapitre sur les fossiles d'Amérique du Nord. No locality, no one of the fossils described since Edward Dunker Cope and March, illustrating early Eocene mammals, all different from living species, and showing the transitions in the evolution of those groups. So, brilliantly absent in your big atlas. Donc c'est un peu embêtant de discuter l'évolution en ne parlant absolument pas de tous les fossiles qui la montrent vraiment. Alors, je saute. Donc, vous avez compris pourquoi moi, comme paléontologue, je crois à l'évolution. Alors, ce n'est pas à cause de l'origine de la vie, qu'on n'explique pas. Ce n'est pas non plus à cause de certaines transitions difficiles à imaginer ou difficiles à comprendre. Ce n'est pas non plus un choix sur quels sont les mécanismes. Il y a des théories sur les mécanismes, des théories qui ont changé. Il y a eu le lamarckisme avant Darwin, il y a eu le darwinisme, il y a eu le néo-darwinisme, il y a eu la théorie synthétique. Maintenant, il y a une extended théorie, encore plus compliquée. Ce n'est pas le problème des paléontologues, ce n'est pas notre métier. Mais moi, quand même, je décris ce que je trouve dans la nature. Je décris les fossiles que nous avons trouvés, et je suis historien, et notre histoire, elle a du sens.
elle a du sens et en plus, elle a ces transitions entre espèces. Alors moi, je veux bien des millions de dollars, hein, parce que j'ai publié en 85 un article dans lequel j'ai des transitions entre des espèces fossiles. J'ai eu sous ma binoculaire des fossiles tellement proches d'une espèce déjà décrite et tellement proches d'une autre espèce déjà décrite, mais intermédiaire entre les deux. Je ne savais pas comment les nommer, et j'ai montré sur un diagramme comment les morphologies se succèdent, mais je n'ai pas nommé une nouvelle espèce parce que c'était trop proche, ça se recouvrait trop. Donc en fait, les séries graduelles dans lesquelles la variation d'une espèce se déplace progressivement au cours du temps, nous en avons de très beaux exemples chez les mammifères. Il y en a de très bons exemples dans les musées et dans les terrains d'Amérique du Nord, et on sait où sont les fossiles. Hein. Les plus belles transitions fossiles, l'évolution dans les dents entre des Consus et des Notarctus, avec de nouveaux caractères qui apparaissent au cours du temps, et dont on peut étudier les modalités, ils sont à l'université du Michigan à Ann Arbor. Allez-y, demandez à les voir, vous les verrez. Ils existent, ils sont publiés. Alors, le dernier point que je vais faire, c'est et pourquoi est-ce que tout ça serait opposé à la religion? Alors là, il faut faire quand même très attention aux médias. On présente. Il se trouve que Darwin a perdu la foi. Bon, grand bien lui fasse. C'est pas de sa faute d'ailleurs. Enfin, c'est pas de sa faute. C'est à la suite du décès de sa fille et de grandes difficultés, et puis il avait grandi avec une éducation particulière et une grande importance de la théologie naturelle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un grand évolutionniste avant Darwin, Domanius Dalois, un des grands contributeurs à la géologie de l'Europe et à l'histoire de la géologie, qui a été donc un évolutionniste avant Darwin, et qui était un grand catho et quelqu'un qui discutait de la théologie avec ses collègues à la Société géologique de France et à l'Académie à Bruxelles. Très vite, en même temps que Darwin, nous avons un grand paléontologue français, une de nos vedettes qu'on devrait connaître, Albert Gaudry, le fondateur de la galerie de paléontologie du Muséum. Mais il est resté un grand catho toute sa vie. Il a eu de l'admiration pour Darwin, auquel il a dit, mais chapeau, il a ouvert des voies nouvelles, c'est du génie, mais je ne partage pas ses idées philosophiques. Gaudry est resté un grand catho toute sa vie. De l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Edward Drinker Cope, d'une famille de Quakers, qui est resté très très religieux toute sa vie. Alors dans un bouquin de 1887, quand il commence un livre de synthèse sur l'évolution, il dit quoi? Il dit la science de l'évolution, c'est la science de la création. Voilà, d'un Quaker, d'un protestant très très marqué par la Bible à l'époque. Aucun problème. Et donc depuis le début, il y a des évolutionnistes chrétiens et des gens qui ont compris que ça n'était pas en contradiction du tout avec la Bible. En tout cas, ça n'est en contradiction qu'avec une lecture très très littérale, et en allant chercher dans la Bible, moi j'y cherche des inspirations religieuses, théologiques, je ne vais pas y chercher de la science, je ne vais pas y chercher ma paléontologie. Alors, il est quand même absolument faux de dire que l'évolution serait une idéologie, ça c'est ce qu'on trouve trop souvent dans la littérature de chez Harun Yahya, qu'elle s'oppose à la religion, non, c'est pas vrai, et faites attention, globalement, les scientifiques sont des chercheurs de vérité. Les scientifiques, de façon générale, dans toutes les disciplines, souvent de façon assez admirable, et ce sont des gens désintéressés, ce sont des chercheurs de vérité dans leur domaine. Alors, les présenter comme des ennemis de la religion, alors, il y a toutes les opinions dans la communauté scientifique, vous avez des gens très religieux depuis toujours, et puis des gens qui le sont moins, des gens qui ne croient pas, diverses religions. Bon, on a notre part de liberté dans les croyances religieuses. Ce que je veux insister, alors en plus, nous, chez les chrétiens, chez les cathos, on a Teilhard de Chardin, c'est-à-dire un jésuite évolutionniste, un paléontologue qui a vu dans ses fossiles également l'évolution d'une façon très forte, je pourrais vous expliquer pourquoi, et qui a été un poète, un mystique, qui a montré une vision dans laquelle cette évolution de l'univers convergente vers Dieu pouvait être une vision religieuse unifiée, admirable et magnifique. Donc nous avons même un grand mystique qui a intégré les données de la science dans une vision de l'évolution de l'univers. Alors on ne peut absolument pas dire que la science et que l'évolution s'opposeraient à la religion. Donc c'est ça que je voulais dire d'abord et surtout, et ensuite on pourrait revenir sur toutes sortes de petits points techniques, mais qui ne sont pas intéressants quand même. Merci. Donc c'est au tour de Pierre Rabuchon
Donc, qui est neurologue, professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, vice-président de l'Académie mondiale des technologies biomédicales de l'UNESCO et auteur du livre Le Programme Homme aux éditions Presse universitaire de France. Donc Pierre Abichon, puisque Marc Godino a bénéficié d'une intervention de plus de 9 minutes, donc on donnera autant de temps à Pierre Abichon. Je remercie le comité d'organisation de sa générosité parce que c'est un grand privilège de parler le dernier, ça c'est absolument certain, parce qu'on a tout entendu, mais 5 minutes c'est quand même très difficile pour traiter d'un problème aussi complexe que celui-là. Alors, je regrette dans ce débat qu'on n'ait parlé que de paléontologie, qu'on n'ait pas parlé du vivant, parce que c'est quand même un problème déjà qui semble-t-il le plus important, parce que les paléontologues, qui sont des chercheurs de très grande qualité, travaillent quand même sur des restes. C'est pas la grande cuisine, c'est les restes. Alors évidemment, on peut quand même s'attaquer à la grande cuisine et essayer de comprendre un peu le vivant, qui est absolument extraordinaire. Vous savez qu'il y a 3 millions d'espèces connues qui sont toutes des espèces de très haut niveau, des espèces de haute technologie. Alors Jean Saude, que je connais depuis longtemps, évidemment prend une position en disant l'évolution c'est un fait. Et il prend une phrase de Stéphane Jay Gould disant que finalement il y a des liens de descendance entre les différentes espèces. Et il considère que c'est un fait, absolument, il n'y a pas à discuter, il ne veut pas perdre de temps à en discuter. Et il dit même, c'est pas parce qu'on ne veut pas expliquer un fait qu'il n'existe pas. Alors évidemment, c'est facile de parler comme ça, mais le vrai problème, il est quand même de se pencher sur la filiation des espèces. C'est ça le vrai problème sémantique, le vrai problème de fond. Ça veut dire quoi, la filiation des espèces? Ça veut dire que toutes les espèces, quelles qu'elles soient, depuis les plus simples au départ et les plus compliquées à la fin, se génèrent les unes les autres. Or, il faut bien comprendre que quand on observe une série, vous pouvez observer une série de voitures différentes, vous pouvez observer une série d'objets différents, il y a une différence entre dire c'est une série et de dire il y a une filiation entre les objets. Autrement dit, je souhaiterais vous transmettre ce message rapide et je crois assez précis. Retenez que la sériation ne veut pas dire la filiation. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on peut observer des vivants qui sont arrivés successivement. Je suis complètement d'accord qu'il y a une évolution historique, c'est-à-dire que les vivants ne sont pas tous arrivés en même temps. L'homme arrive le dernier, c'est le seul qui comprend quelque chose, le seul qui est capable de faire des théories, qui est capable de se mettre dans une salle pour discuter ces problèmes-là. Vos chiens à la maison ne s'occupent pas de tout ça. Alors c'est quand même assez important de considérer ce phénomène-là. La filiation interspéciale n'a jamais été démontrée scientifiquement. Jamais. Et il y a des théories, il y a des essais extrêmement importants. Hunt Morgan aux États-Unis sur la drosophile. Ils ont choisi la drosophile non pas parce qu'elle mutait beaucoup, ils ont choisi la drosophile parce qu'elle se reproduit extrêmement vite. Et dans une vie de chercheur, on peut avoir vu 10 000 générations de drosophiles. Elle a donc été choisie comme telle. Ils lui ont fait 409 mutations par radiation. Et la pauvre s'est retrouvée avec des yeux jaunes derrière, des yeux rouges devant, des pattes en l'air, etc. Bon. Mais en finale, qu'est-ce qui se passe? Ben, la drosophile est toujours la drosophile. Et Grasset, très justement, disait, si vous voulez démontrer l'évolution, ne prenez ni la drosophile, ni les bactéries, parce qu'effectivement, ça évolue. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'espèce est un concept extrêmement fort. L'homme arrive le dernier, mais avant, qu'est-ce qui se passe? Ben, avant, il y a des animaux qui ne comprennent rien, qu'il faut donc arriver à canaliser pour qu'il n'y ait pas un chaos dans la nature. Et je signale en passant que la nature n'est pas une personne, ce n'est pas une force créatrice, c'est le musée de la vie, point. Ce n'est pas autre chose que la collection des êtres vivants. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement, les animaux auraient pu se reproduire entre eux, etc. Ils ne peuvent pas, parce que l'espèce est un concept, c'est une communauté reproductive exclusive, dixit Ernest Mayr, qui est vraiment un darwiniste convaincu, et de ce fait, il n'y a pas de chaos dans la nature. Bon, ça c'est un premier point qui me paraît important. Deuxième point, je suis assez d'accord avec Jean Stone, par contre, sur le fait que, parce que lui se dit évolutionniste non darwinien, théiste.
non darwinien, il a tout à fait raison. La théorie de Darwin est dépassée. Je pense qu'il faut la ranger dans l'histoire en disant que Darwin était un grand naturaliste, il avait fait ça, mais elle est dépassée. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous imaginer, si vous connaissez un peu la biologie, c'est ça le problème, c'est qu'il faut connaître la biologie, de dire, finalement, on passe d'une espèce à une autre par une mutation. Qu'est-ce que c'est la mutation? On les connaît depuis De Vries en 1920, c'est pas tellement vieux, et on sait que la mutation, c'est incontestablement une erreur. La mutation est une erreur. Alors, ils peuvent être positifs, ça vous l'avez montré, vous avez parlé de mutation positive, c'est pas impossible, mais la mutation est une erreur dans la replication du matériel génétique. Et tout est fait, il y a deux diastases qui explorent les brins, c'est un problème compliqué, mais effectivement, la mutation est considérée comme une erreur. La sélection naturelle, c'est quoi? Mais c'est une aberration. Pourquoi? Parce que Darwin, finalement, avait des copains éleveurs, qui prenaient le plus beau pigeon, la plus belle pigeonne pour en faire un mélange, le petit beau chien, etc. Et ils arrivaient à faire de la sélection. Alors il s'est dit, ben, dans la nature, c'est la même chose. La nature, finalement, il y a une sélection naturelle. Mais c'est oublier une chose importante. Les éleveurs sont des gens intelligents. La sélection naturelle est complètement inintelligente. Pourquoi? C'est des facteurs physico-chimiques. Vous mettez un moustique dans votre réfrigérateur pendant 3 jours, vous êtes sûr qu'il ne va pas résister. Donc ça veut dire que le couple mutation-sélection n'est pas acceptable. Et je crois que je suis entièrement d'accord avec Jean Stone là-dessus. La théorie darwinienne devrait être rejetée, mise dans l'histoire, parce qu'elle mérite d'être mise dans l'histoire, mais pas plus. On ne peut pas baser tout sur cette théorie-là. Alors comment peut-on faire? Finalement, et c'est ce que je voudrais laisser comme message également, c'est que en connaissant la biologie, en l'apprenant, en regardant sa complexité, son intelligence, on est obligé de se dire tout ce qu'on voit ne peut pas se faire tout seul. Ça, c'est complètement évident. Alors moi, je parle de constructeur. Il y a forcément un constructeur. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire tout seul, c'est trop compliqué, c'est trop intelligent. Il n'y a pas de raté. Les fossiles ne sont pas des ratés d'évolution. C'est pas des ratés. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'intelligence, il faut un constructeur, mais le drame, c'est quoi? C'est que le constructeur, il est invisible et muet. Vous ne pouvez pas lui parler, vous ne pouvez pas le voir, parce que si vous le voyez, ben, on ne serait pas ici en train de discuter. C'est tout complètement évident. Et ça, c'est un élément très très fort. Et les règles du jeu biologique, nous les connaissons maintenant beaucoup mieux. Ce n'est pas nous qui les avons inventées, c'est le constructeur qui les a inventées. C'est-à-dire, on va tous à la mort, on se dégrade. Quand vous regardez votre album de famille, vous tombez dans la dépression tout de suite parce qu'on se dégrade, on devient blanc, on a mal partout, etc. C'est sûr, et on va à la mort. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose certaine, c'est qu'on est tous des individus. Tel que vous êtes ici, il n'y aura jamais une copie de vous dans toute l'histoire du monde. C'est absolument, ça doit vous rendre paranoïaque immédiatement. Mais c'est la vérité. Ça veut dire que tout est fait pour que chaque individu soit un individu. C'est ce qui explique pourquoi les neurones ne se reproduisent pas. Bien qu'on lise maintenant dans la presse des articles contradictoires, les neurones ne se reproduisent pas. Je travaille comme neurologue chez des paralysés. Un paralysé, il est paralysé toute sa vie. Vous ne le verrez jamais, à moins qu'il aille à Lourdes, vous ne le verrez jamais en guérir. Ça veut donc dire clairement que les neurones sont les rares cellules du corps qui ne se reproduisent pas pour permettre de conserver l'instrument cérébral d'un individu tout au long de sa vie. Et les neurones, on croyait toujours qu'on perdait des neurones tous les jours. C'est faux, ça n'a jamais été démontré, jamais. C'est une hypothèse de Semmery, et c'est complètement faux. Deuxièmement, on dit « Ah, j'utilise que 10% de mon cerveau, si j'utilisais tout, je serais terriblement intelligent. » Mais c'est complètement faux. Vous êtes obligé de tout utiliser, votre cerveau. La seule différence, c'est que votre conscience, c'est-à-dire la conscience de regarder, etc., c'est 20% de circuiterie. Et 80%, c'est l'automatisation obligatoire, inconsciente complètement, qui vous permet de fonctionner. Pourquoi vous rêvez? Parce que les neurones ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Et dans la nuit, vous rêvez parce que précisément, vous avez un synthétiseur d'images fantastiques dans le lobe temporal du cerveau qui vous envoie des images que vous n'avez jamais vues, ou que vous avez vu, avec de la couleur, avec du son, etc. Donc ça veut donc dire que ces éléments biologiques, il faut les prendre en compte de façon certaine. Alors en 5 minutes, on peut parler beaucoup plus loin. Si vous m'y autorisez, je voudrais montrer simplement... Vous êtes à 8 minutes 36, je vous laisse 2 minutes. C'est gentil ça. Alors je vais essayer de vous montrer une seule chose, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à montrer, mais je vais vous en montrer une seule. Vous pouvez me le... Attends, je vais essayer de le... Attendez, il faut que j'aille au... Je m'excuse d'effacer.
Non, je n'efface pas, mais Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer une seule chose qui est assez étonnante. La première chose, l'homme n'a pas construit l'homme, ça vous le savez. On a la solution, mais pas le problème. C'est ça qui pour nous est très difficile, comme biologiste, comme anatomiste, comme physiologiste, c'est d'arriver à comprendre l'homme, une construction que nous n'avons pas faite et qui est extrêmement intelligente par ça, c'est absolument clair. Alors je vais vous montrer une seule chose, la fabrication des spermatozoïdes. Alors maintenant, ça peut vous paraître bizarre, mais si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un spermatozoïde de votre père qui vous a permis d'être là. Alors ce qui est absolument étonnant, c'est que le spermatozoïde entre dans ce qu'on appelle maintenant la nanotechnologie, c'est-à-dire en dessous de 100 microns. La tête du spermatozoïde a 5 microns. Dans 5 microns, vous avez le plan, l'hémiplan d'un individu complet. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, mais c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez derrière des mitochondries qui donnent l'énergie, un flagelle dont on connaît bien maintenant tout le système, 60 microns de longueur, ça se déplace. Alors, évidemment, ça a des caractéristiques. Il se déplace pas rapidement, 3 mm par minute, c'est pas très rapide. Il est fabriqué en 64 jours. Et alors, ce qui est absolument étonnant, il est fabriqué dans un tube que nous avons, nous, enfin les femmes n'ont pas ça bien sûr, dans le testicule. Et si vous mettez le tube séminifère qui fait 2 dixièmes de millimètre, si vous le mettez bout à bout, comme ça, vous avez un tube de 1 km de long. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'un tube d'1 km sur 2 dixièmes de millimètre. C'est là-dedans que se fabriquent les spermatozoïdes. On sait tout du spermatozoïde, parce qu'on a le microscope électronique. Vous avez ici, enfin je vous passe le détail, mais il y a un problème, c'est d'attacher le flagelle après la tête nucléaire. Vous avez l'énergie dans des mitochondries qui permet aux spermatozoïdes de se déplacer et de survivre pendant plusieurs heures et plusieurs jours. La tête nucléaire a une petite pointe qui s'appelle l'acrosome et qui permet de pénétrer dans l'ovule. Et ça, c'est aussi un petit détail technique et assez extra. Quand vous voyez tous ces détails-là, où il ne manque rien, où tout est vraiment conçu intelligemment, vous devez arrêter de parler de hasard, et d'autre part, vous devez comprendre que tous les spermatozoïdes de toutes les espèces sont différents. Et vous ne pouvez pas, même si vous prenez du spermatozoïde d'un bœuf ou d'un chien, le mettre avec un ovule humain, vous n'aurez rien. Donc ça veut dire qu'il y a une barrière génétique des espèces qui est extrêmement importante. La biologie est très rigoureuse, contrairement à ce qu'on croit. Voilà les images, je vous passe le détail, on n'est pas là. Voilà le tube dans lequel se fabriquent les spermatozoïdes. Vous avez ici le tube séminifère avec toutes les flagelles qui dépassent. Or, il est évident qu'il y a un problème. Le constructeur est extrêmement fort, très intelligent, bon ingénieur, mais il y a un problème. C'est le contrôle de qualité. Les Japonais insistent beaucoup sur le contrôle de qualité, tout le monde fait ça dans les usines, il faut contrôler la qualité. Or là, comment peut-on faire? On ne peut pas avoir un technicien dans le testicule qui, au départ, déjà commencerait par attacher le filament comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un technicien dans le testicule qui serait à la sortie avec un microscope et qui dirait « Ah ben celui-là il est bon, celui-là il est pas bon ». Il n'y a pas de contrôle de qualité possible. On voit donc que le constructeur très puissant a des limitations. Alors comment il fait? Il en met 200 millions dans une éjaculation. Il y a 200 millions de spermatozoïdes dans une éjaculation et nous savons actuellement que dans un spermogramme, il y a toujours 10 à 15 formes anormales. Ce qui n'empêche pas d'avoir des enfants, ce qui ne vous empêche pas d'être là. Donc ça veut dire, et quand vous pensez que chaque spermatozoïde est différent, vous avez une idée de ce que c'est que la diversité. La diversité, elle n'est pas due aux mutations. La diversité, elle est due à cette espèce d'invention extraordinaire du sexe. L'homme, la femme, le mâle et la femelle, vous mélangez des plans génétiques et vous avez la diversité, toute la diversité que vous voulez. Alors ça, c'est vertigineux de penser ça. Alors quand vous avez compris ça, vous pouvez croire qu'il y a un constructeur intelligent, malheureusement, invisible et muet. Parce qu'il y a 3 religions, 3 monothéistes, il y a un seul constructeur, il faudra quand même qu'un jour ils se mettent un peu d'accord pour reconnaître ce constructeur. Voilà, je vous remercie. Donc c'est l'heure de la pause. On va faire une pause de 10 minutes et non pas de 15 minutes contrairement à ce qui était. Donc vous avez été nombreux à poser beaucoup de questions, vous voyez le paquet de questions. Bien sûr, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Je suis désolé pour ceux qui n'auront pas des réponses aux questions posées par écrit. Donc je vais également demander aux intervenants d'avoir des réponses assez rapides, brèves, de manière à traiter le maximum de questions possibles. Alors je vais poser par... donc j'ai sélectionné quelques questions. Alors première question,
c'est une question qui s'adresse, donc je pense que des évolutionnistes et anti-évolutionnistes peuvent répondre à cette question. Pourquoi ne pas dire que l'homme descend de l'homme? Je pense que ce qui dérange les religieux, c'est de dire que l'on descend du singe. Pourquoi le singe actuel ne mue pas? Il y a deux questions. Qui peut répondre à cette question? Alors Jean Stone. Oui, on m'entend dans la salle ici. D'abord, le singe actuel ne mute pas, oui, c'est très important de comprendre ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est un grand argument d'Haroun Yahya, qu'il y a des fossiles qui sont les mêmes il y a 100 millions d'années qu'aujourd'hui. C'est absolument pas un argument contre l'évolution. Ça peut être, dans certains cas, un argument contre le darwinisme. Il y a toute une tradition française, de Grasset, de Rémy Chauvin, que j'ai bien connu, de grands paléontologistes, qui font remarquer qu'il y a des animaux panchromiques, qui ne bougent pas. Effectivement. Et sur les singes, le fait qu'il y ait des singes aujourd'hui qui ne changent pas, ça ne veut pas dire que l'ancêtre commun de l'homme et du singe n'a pas existé. Ce qui le montre, c'est la génétique. Pierre Abichon disait qu'on ne parlait que des fossiles. Pas du tout. Je vous ai dit, la meilleure preuve, mais je suis passé très vite, ce sont des preuves génétiques. Quand vous avez par exemple Austerlitz, écrit avec un H, vous savez la fameuse bataille d'Austerlitz, deux élèves côte à côte font la même faute. Austerlitz avec un H. Vous savez qu'ils ont copié l'un sur l'autre. Parce qu'ils ont fait la même faute. La façon dont on sait que l'homme descend effectivement, non pas d'un singe, mais d'un ancêtre commun à nous et aux singes, c'est des fautes comme ça. Il y en a plein. Je vous en ai montré une. La vitamine C, voyez-vous, elle est cassée chez nous, elle est cassée chez les singes. Non, c'est une faute, voyez. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'il y a effectivement un ancêtre commun. Moi, je veux rebondir sur... Juste très vite sur autre chose, il y a des singes qui sont en pleine évolution. Et en fait, si on regarde les babouins, justement, moi j'ai parlé des sous-espèces, il y a des naturalistes qui pensent que quand on étudie les sous-espèces de babouins à l'heure actuelle en Afrique, on est en train d'observer une espèce qui se structure et qui, dans l'avenir, risque de se couper en diverses espèces. Et au contraire, chez les cercopithèques, il y a des spéciations plus avancées et donc des zones géographiques avec des espèces de cercopithèques qui sont séparées simplement par des barrières géographiques et depuis suffisamment longtemps pour qu'elles ne puissent plus se reproduire. Donc en fait, si vous voulez, chez les primates actuels, beaucoup de spécialistes étudient des spéciations qui sont en train de se faire. Donc voilà, c'est ce que font les naturalistes. Alors, oui, alors cette question de... Dominique Tassot, non? Il faut expliquer que le microphone doit être un pour Et en fait, pourquoi donc, le micro se balade ainsi? C'est parce que donc il y aura un enregistrement qui sera diffusé sur ma TV. Donc pour que le son passe, donc il faut ces petits micros HF. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les faits et l'interprétation des faits, d'une part, et autrement dit, il y a les singes, il y a les hommes, et puis il y a l'interprétation du fait qu'il y a les singes et les hommes en même temps. L'interprétation des faits, ça n'est pas... c'est tout à fait différent des faits. Et dans les faits, quand on compare deux espèces différentes, il y a les ressemblances et les différences. Ce qui est systématique, c'est que les évolutionnistes s'intéressent aux ressemblances, parce qu'ils s'imaginent que les ressemblances prouvent la descendance. Parce qu'effectivement, la descendance implique la ressemblance. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça n'est pas parce que, par exemple, il y a deux personnes blondes ici, qu'elles ont forcément le même ascendant. Donc, ce qui est important entre comparer deux espèces, ce sont les différences. D'ailleurs, en philosophie, on parle de différences spécifiques, c'est-à-dire que l'espèce à l'intérieur d'un genre se définit par les différences qu'elle a par rapport aux autres. Et le singe, donc quand les évolutionnistes parlent de ressemblances, il y a des ressemblances, mais il y a des ressemblances entre tout, il y a des éléments communs, comme dirait Pierre Bichon, le constructeur est commun, donc il va réutiliser des mêmes choses, vous savez que le code génétique est commun, que les bases qu'on retrouve dans l'ADN sont communes à l'ensemble du monde vivant. Ça n'est pas la preuve qu'il y a une descendance commune, c'est la preuve qu'il y a un constructeur commun. Donc, le singe a 4 mains et l'homme a 2 pieds et 2 mains. C'est une différence majeure. Il faudrait aussi s'intéresser aux différences. Il y a la crête sagittale. Enfin, si vous voulez, si le singe est classé comme spécifique, il y a d'ailleurs plusieurs espèces de singes, s'il est classé par les anatomistes comme différent de l'homme, c'est parce qu'il y a des différences. Et ces différences montrent qu'il n'y a pas de descendance.
Il faut pas quand on étudie un être vivant, il faut étudier l'ensemble de l'être vivant. Sinon, on est à côté de la plaque. Quand on étudie un animal, il ne faut pas étudier simplement le fossile, les os. Les os ne représentent que 10% de l'information utile pour décrire un animal. Vous savez que l'ornithorynque a des particularités tout à fait étonnantes sur le plan de son fonctionnement d'une manière générale. Si vous n'aviez qu'un fossile d'ornithorynque, vous seriez absolument incapable de reconstituer l'ornithorynque. Donc il faut bien voir que le but de la science, c'est d'étudier ce qui est. Maintenant, à partir de ce qui est, essayer de reconstituer ce qui a pu exister, je crois que c'est une entreprise stimulante peut-être, mais je ne sais pas si c'est vraiment pour ça que des fonds publics devraient être dépensés pour la science. Merci Dominique Tasso. Alors une question qui est revenue... Est-ce que je peux ajouter un petit mot tant que le micro est là? Rapidement, merci. Plus facile. Je voudrais simplement ajouter que on a tendance à dire que le singe, en particulier les chimpanzés, ont un matériel génétique qui est à 98% identique à celui de l'homme. Alors on en tire des conclusions multiples. Mais si on met assis à côté de vous un chimpanzé, vous allez quand même tout de suite voir qu'il y a des différences, c'est complètement évident. Il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences, c'est clair. Donc la génétique n'est pas l'argument majeur qui peut expliquer la descendance. Il ne faut pas oublier ça. Je crois que John Stone s'appuie là-dessus beaucoup, mais c'est sûr. Et le programme singe est un programme différent du programme homme. C'est évident, même si la différence de matériel est petite, elle existe quand même réellement, et puis c'est la vérité. Vous voyez bien la différence entre... Alors bien sûr, il y a des humains qui ressemblent à des singes, ça c'est vrai. J'ai tendance à interpréter ça comme un peu le sens de l'humour du constructeur, où chaque espèce humaine, ou sous-espèce, a finalement sa caricature parmi les anthropoïdes. Bon, enfin ça c'est une interprétation tout à fait banale. Merci professeur. All right. Can we switch this projector to the slides? Oui, je peux demander une question. Ils sont connectés. Régis, This one. Well, this is the way. This is the way it works in science. You have to read concrete evidences. Evidences has to be observations and experiments. Both observations and experiments falsify evolution. We have to see by transitional forms what meant is by Charles Darwin and all the evolutionists, transitions between species. For example, from fish to land animal, their gills, their fins, their weight-carrying systems, metabolisms have to change gradually, step by step. But this is impossible. Imagine a gill and lung. A gill would start to change toward the direction of the lung. Since the gill will lose all of its functions, the fish will die. Since it doesn't have a lung either, it will die, always. So we never see progressive formation of the organs in the fossil record. The wings appear all of a sudden. With half wing you cannot fly. 95% wind you cannot fly. You cannot breathe with 95% lung. You cannot see with 65% of the eye. They appear all of a sudden. And sudden appearance means creation, of course. This is admitted by Stephen Jay Gould. It's one of the most prominent, furious evolutionists of the 20th century. You know what he said? Fossils have two features. Sudden appearance and stasis. Stasis means they never change during the tenure on the Earth. That means sudden creation, not through evolution. And I explained to you, although it was very fast, I know you're not geneticists and molecular biologists, but I explained to you the mechanisms, why there is no mechanism created by God which would add new genetic information. There is no mechanism which generates new genetic information. There is mechanisms of replication of the DNA, which means copy, letter by letter, nucleotide by nucleotide. And there is a mechanism of mixing up the genetic information, crossing over of the chromosomes. The chromosomes cross over from parental chromosomes, from the mother and father. They mix up, they exchange the genetic information, but there is no new genetic information. There is only shuffling of the genes. And there is a new branch of science called epigenetics. Epigenetics means without changing the sequence of the DNA, the genetic expression is adjusted.
more expression or less expression or shutting down all the genes for an entire life in a cell line, for example. And this is not evolution either. That is the reason why we never see in the fossil record transition between the species. That's the reason why in the Cambrian period, 50 different phylums, 50 different animal groups appear all of a sudden. Richard Dawkins says they are just planted there without any evolutionary history. So whom should we believe? Should we believe Charles Darwin, Niles Eldredge and Stephen Jay Gould, or should we believe Mr. Stone and Mr. Nidal? No, we believe Charles Darwin, Niles Eldredge and Stephen Jay Gould. They say there are no transitional forms. And no transitional forms means no evolution. That's the reason why evolutionists never bring fossils. They cannot, because there is no transitional form. We bring fossils. I could bring thousands of them. There are 400 million of them. Je me permets de vous interrompre. They're always the same. Donc il faut vraiment faire bref parce qu'il y a beaucoup de questions. Je mets les questions. Yeah. All right, thank you. Merci. Alors une question qui revient souvent, qui est revenue vraiment à plusieurs reprises, c'est une question qui s'adresse à deux intervenants. En fin de compte, ça ne s'adresse pas particulièrement à un intervenant. Pensez-vous qu'Adam et Ève descendent des singes? Qui veut répondre? Micro. Est-ce que je peux avoir la connexion au slide ici, sur ce côté? On peut avoir la connexion sur celui-là, j'ai connecté ici, sur cet ordinateur. C'est ce câble. Bon, en attendant que la connexion se fasse, et j'espère qu'elle se fera, parce que on nous dit, on nous répète, il faut parler de preuves, il faut être concret. Et quand on parle de preuves et de concret, il faut montrer des choses, il ne faut pas parler comme ça en général. Alors, j'ai deux choses que je voudrais vous montrer. Un, c'est un gène qui a été analysé. Nous avons l'analyse de tout le génome humain et nous avons l'analyse de tout le génome du chimpanzé, nous avons l'analyse de beaucoup de génomes aujourd'hui. Mais un gène en particulier, ou pas en particulier, c'est un exemple que vous pouvez regarder. Qu'on peut voir, et là vous pouvez voir devant vous. Alors, humain, chimpanzé. Comparaison entre les deux. On n'est pas en train de dire qu'il y a deux blonds dans la salle, donc il doit être apparenté. C'est pas des trucs comme ça. C'est les ADN, les gènes. Lorsqu'on trouve deux personnes qui ont un patrimoine génétique qui est quasi identique, on va dire qu'ils sont apparentés. C'est exactement ce qu'on fait dans la criminologie forensique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, on trouve son gène ou son ADN et qu'on l'analyse, on dit c'est lui. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on veut établir un lien de parenté. On dit est-ce que cet enfant est le fils de X qui est accusé d'adultère ou de quoi que ce soit? Ben, on fait l'analyse génétique et on dit oui c'est lui ou ce n'est pas lui. On ne dit pas est-ce qu'ils se ressemblent. On n'est pas en train de parler de ressemblance, on est en train de parler d'identité et à quel point ils sont identiques. Ça c'est un. Deuxièmement, je ne sais pas combien de fois il faudra répéter qu'on n'a jamais dit que l'homme descend du singe. On a dit que si on remonte à 5-6 millions d'années, nous trouvons assez de preuves, d'évidences génétiques, de fossiles, d'embryologie, etc., qui font qu'on établit par comparaison et par méthodologie scientifique qu'il y a une parenté entre ces deux espèces, c'est-à-dire qu'avant cela, il y avait une espèce commune. Bon, maintenant, que ça nous plaise ou pas, c'est une autre histoire. À quel moment s'est faite cette bifurcation? On ne le sait pas encore. Ça fait l'objet de recherches. Mais nous savons qu'il y a eu cette bifurcation à un certain moment, que les deux espèces ont bifurqué, que nous ne pouvons plus maintenant nous reproduire avec les chimpanzés comme les antécédents d'il y a 6 millions, 8 millions ou 10 millions d'années, on ne sait pas exactement quand et comment, c'est fait. Donc on ne descend pas du singe, le singe ne descend pas de nous. Nous descendons d'une espèce antécédente qui a vécu sur Terre pendant des millions d'années à une certaine période qu'on est en train de rechercher par plusieurs méthodes. Ça c'est un. Deuxièmement, on n'arrête pas de nous répéter, excusez-moi une seconde, Gould a dit, premièrement, Darwin a vécu en 1850. Lorsqu'il a écrit son livre, et même son livre sur l'évolution de l'homme,
Il n'y avait ni génétique, il n'y avait ni analyse de fossiles. La plupart, 95% des fossiles n'étaient pas encore découverts. Donc, moi je dis tout simplement, il ne faut jamais citer Darwin, c'est tout simple. C'est simple. Mais Darwin lui-même serait abasourdi par la somme d'informations que nous avons aujourd'hui. Donc il ne faut pas revenir et dire, regardez ce que Darwin a dit. Darwin lui-même va dire, mais ce que vous savez aujourd'hui, non mais c'est affolant, c'est incroyable ce que vous avez fait comme progrès. Maintenant, Gould. Voici ce que dit Gould. Voici la citation. D'abord la citation qu'on nous cite tout le temps pour nous dire, mais vous voyez, Gould lui-même dit qu'il n'y a pas eu cette évolution que vous prétendez. Qu'advient-il de notre échelle? C'est même dans le dossier de presse qui vous a été distribué. Qu'advient-il de notre échelle si 3 lignées d'hominidés, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, l'Australopithèque africanus, l'Australopithèque robuste et l'Homo habilis, et qu'aucune coexiste, que cela coexiste, et qu'aucune ne provient clairement d'une autre. Donc il n'y a pas eu d'évolution, ils vous disent. De plus, aucune des 3 n'a montré de tendance évolutionniste pendant leur existence sur Terre. Bon, alors, moi quand j'ai lu ça, j'ai dit, Gould a dit ça, mais voilà, attendez, mais pour être vraiment rigoureux et méthodologique, il faut que je remonte, que j'aille lire l'article en entier, dans sa langue d'origine, et que je lise les paragraphes d'avant et d'après, pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Voici ce que dit Gould, et je vais le lire en anglais, et je vais essayer de traduire rapidement en français. Repeated episodes of speciation produce a bush. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette évolution comme ça, de un à l'autre. Il y a tout un buisson comme ça qui se produit. Donc c'est normal que dans le buisson, il y a des lignées qui sont parallèles. Evolutionary sequences, regardez comment il met ça entre guillemets, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, are not rungs, il n'y a pas des échelons on a ladder sur une échelle, but our retrospective reconstruction of a circuitous, c'est vraiment labyrinthin comme ça, path running like a labyrinth. Regardez ce qu'il dit. At this point, I confess. Lorsque j'ai écrit ça, je dis, et il se dit, mais là, I cringe, mais vraiment, cringe, c'est comme ça. Knowing full well, sachant très bien, ce que, what all the creationists who deluge me with letters must be thinking, ce que les créationnistes, en ce moment, lisant ce paragraphe, mais il vous dit, 30 ans, 40 ans avant, voilà ce qui va se passer. Les gens vont lire ça, ils vont me citer hors contexte, et ils vont dire, oh, so Gould admits that we can trace no evolutionary ladder among early African hominids. On l'a entendu cet après-midi. Oui. Species appear and they later disappear, looking no different from their great-grandfather. Sounds like special creation to me. Il est en train de vous dire ce que les créationnistes, les anti-évolutionnistes, vont dire en lisant le paragraphe suscité de Gould. Il dit, although one might ask why the Lord saw fit to make so many kinds of hominids and why some of his later productions Homo erectus, et in particular, look so much more human than the earlier models. Là, il est en train de taper un peu sur la religion à côté, ou sur du moins une certaine vision simpliste de la religion. Il dit, alors là, si vous dites ça, on pourrait commencer à vous poser des questions sur votre créateur, pourquoi il a fait ça. Mais il dit, I suggest that the fault is not with evolution itself, but with the false picture of its operation that most of us hold. La plupart d'entre nous voyons l'évolution de cette manière, et c'est pour ça que l'on se trouve dérangé par les données sur le terrain, namely the ladder, c'est-à-dire cette idée qu'une espèce a suivi l'autre. Donc s'il vous plaît, ne citez pas Gould, et ne citez pas Darwin, ne citez pas Eldridge, ne citez pas Lewontin, ne citez pas tous ces gens-là hors contexte. Il faut bien relire et relire dans la langue d'origine, parce que ce qu'ils vous disent, c'est exactement le contraire de ce que vous dites. Merci Nida. Donc, ok. Well, this common ancestor doesn't mean anything. They call it common ancestor, but it is an ape because they always present the scalps and the fractures of the apes. For example, Australopithecus is called an ape even by very prominent paleoanthropologists of today. For example, Bernard Wood, Fred Spoor, Tim White, Donald Johanson, they all classify Homo habilis and Australopithecus as apes, and Homo erectus and Homo sapiens as humans. There are big differences between them. So, common ancestor, or calling it ape doesn't mean anything. We can call it jape, or we can call it tape. But it is an ape. So, they have very short, very small skulls, closed eyes, sharp teeth, stoop forward walking. Because
the angle of the vertebra and the pelvic bone is suitable for these Australopithecus and Homo habilis for stoop forward walking. They have long arms and short legs, not like us, and they have prominences to grab the branches of the trees, Australopithecus, and they call it common ancestor, Australopithecus and Homo habilis. So they lived in the forest, they were jumping from trees to trees. They are just extinct ape species. And in Olduvai, George Lear in Africa, they found Australopithecus, Homo habilis, Homo sapiens and Homo erectus at the same layer, 1.7 million years old layer with a stone hut. Stone hut only can be built by the Homo sapiens. But this genetic difference is not 98% or 99%. The last publications have shown if the insertions and deletions are added in the genetic material, it is much less than 95%, below 95%. So 95% means in 3 billion letters, there are 3 billion letters in the DNA, and the human beings, for example, it makes 120 million letters, nucleotides different. It is a huge gap which cannot be progressed because they cannot be, scientists say, Crumble from England says, they cannot be combined walk, between stoop forward walking and between upright walking, because losing too much energy, you die from that. And we don't see any fossils which can do both. So either you walk upright or stoop forward walking. So common ancestor doesn't mean anything. There are no fossils. That's the reason why they cannot bring any fossils. This is very important. You should ask them, where are your fossils? There are no transitions between species. Stephen Jay Gould, for example, they gave the example of Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould is a Harvard paleontologist, and he says, the fossils have two features. It is very famous. That's the reason why they developed the claim of the punctuated equilibrium. Saltatory for between species, there is nothing in between. It's he called, there are stasis and sudden appearance of the fossils. And I explained to you, that is very important also. They never go into genetics. In genetics, there is no mechanism which can generate new information. The beneficial, so-called beneficial mutations, they said CCR5, for example, in HIV patients, causes a fatal disease. It's not a beneficial mutation. It causes sclerosing and cholangitis. It's a fatal disease. These people become crippled, and they do not become HIV resistant because HIV virus uses another door to enter the cell. That's the one. Lactose intolerance is there is an automatic shutdown process in our bodies. During the childhood, since you drink more milk, and the lactase enzyme is produced more, and because of the automatic shutdown, its production is being stopped. So in some people there is a mutation in that, but there is a loss of genetic information, so it is not evolution either. So sickle cell anemia causes a very severe disease in homozygotes. In the heterozygotes, the red cells are fragile. Because of being fragile, if they do heavy exercise, they get full symptoms of this disease, so they are crippled also. All the examples, less than a dozen, are not beneficial mutations because there is no beneficial mutation which can generate new genetic information. That means no evolution. So that's the reason why we are against Darwinism. But what they do is they try to find a middle path between Darwinism and religion. But there is no such thing. Evolution is not science. If evolution would be a fact, if we would have the fossil evidence of this, God would create through evolution, we would be defender of evolution. Why shouldn't we defend evolution? But Allah did not. So why should we defend evolution then? If evolution is not science, there is no fossil evidence of that, and there is nothing in the Quran. In the Quran, Adam, peace be upon him, is created, Allah says. Allah gives shape to the mud, clay. With my two hands, Allah says. And then I breathe my soul into that, and with the word be of Allah, it is sudden creation. Because Allah says, I say be, and there it is for all the living beings. And Allah says in another verse, I will read it right now. Allah originates creation, then will regenerate it, and then you will be returned to Him, inshallah. And He who has created all things in the best possible way, Allah says. He commenced the creation of man from clay. Surat Al-Sajda. He created all things in the best possible way means it's not half ape, half human beings. Humans are humans, apes are apes. We have a soul. We take the electron microscope and we do research and we build Paris, New York, London. Apes are animals. They've been living in the forest for millions of years, jump from trees and trees. They mate, they don't have any soul, they don't build cities, they don't do research, they don't do music, or they don't speak, and they die. So, huge gap is our soul, and world is a metaphysical word. With our soul, perceive the matter as a level of perception, and this demolishes Darwinism and materialism completely. Like in our dreams. The hardness
The color, the light we see are electric signals in our brains. And there is an inner eye, inner ear and inner nose which can see, which can hear, and which can touch, and which can hear. That is our soul. This is a metaphysical being, and we see all this world in the level of the perception, and the creator of the perceptions is Allah, the Lord of the heavens and earth and everything in between. Thank you. Merci Octave. Alors, une question. Ok, alors vas-y. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut le mettre sur ce câble-là, en régie? Oui. Je voudrais répondre à ce qu'a dit, Octave Mabuna, parce qu'on entend toujours en boucle les australopithèques sont des singes, les australopithèques sont des singes, vous l'avez dit 2 fois, le Tiktaalik est un faux, mais c'est des arguments d'autorité. Moi je vous ai démontré par A plus B, de façon irréfutable, le fameux Lucie, vous avez en rouge les os de Lucie qu'on a retrouvés ici. Je vous ai montré ici des photos, c'est des photos en radio, ici des bassins. Je vous ai montré qu'il n'y a aucune possibilité que cet être soit un être qui marche comme un chimpanzé. Et pourtant, vous voyez, le problème des anti-évolutionnistes, c'est qu'ils ne tiennent aucun compte des faits. Vous leur dites un truc, ils appuient sur un bouton, ils repartent en boucle, l'australopithèque est un singe, il n'y a pas de fossile de transition, il n'y a pas, etc., etc. Et puis dans certains cas, on entend des trucs incroyables, ça je n'avais jamais entendu avant aujourd'hui, le Tiktaalik est un faux. Eh ben, il n'y a personne au monde qui dit ça, sauf évidemment parmi les gens qui sont en dehors du champ scientifique. Je suppose qu'il doit y avoir quelques créationnistes américains qui disent cela, ou anti-évolutionnistes, comme on veut. Mais le problème, c'est que dans les faits, je vous ai dit, il y a autant de fossiles de transition que l'on veut, et on ne peut quand même pas aligner cela. Et quand on dit ensuite, c'est un faux ou il n'y en a pas, ou l'australopithèque est un singe, c'est un argument d'autorité, il n'y a aucune démonstration. Maintenant, au niveau de la génétique, je vous ai bien dit que la faute d'orthographe, on l'a bien dit, si 2 êtres se ressemblent, on pourrait dire oui, mais en fait Dieu les a créés comme ça, mais c'est la faute d'orthographe dans le génome, le fait qu'effectivement il y ait la même faute d'orthographe dans notre génome et le génome d'un chimpanzé, et pas par exemple pour certaines fautes d'orthographe dans le génome de l'orang-outan. Ça veut dire que l'ancêtre commun entre le chimpanzé et l'homme, il est après l'ancêtre commun entre le chimpanzé, l'homme et l'orang-outan. Et comme ça, vous pouvez tout remonter. Vous pouvez faire un mapping de tout avec la génétique. L'ancêtre commun de l'homme et la souris, il est après l'ancêtre commun de l'homme, la souris et du crocodile. Vous voyez, parce qu'il y a la même erreur dans l'homme et la souris, et ainsi de suite. Et c'est des grosses erreurs, comme je dis, écrire Austerlitz avec un H, par exemple. C'est une façon de savoir que les gens ont copié. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la vraie science, et il faut se tenir à ça. Parce que si vous allez avec ce discours-là dans un endroit où il y a des matérialistes, vous n'allez pas tenir 5 minutes, parce qu'eux, ils ont les faits scientifiques. Et si vous leur dites qu'il n'y a pas d'espèce intermédiaire, il n'y a pas de fossile de transition, je dis, vous êtes éjecté tout de suite, vous êtes out, vous n'êtes pas dans le débat scientifique, et vous allez ridiculiser quoi? Eh bien, vous allez ridiculiser la foi que vous prétendez représenter, et ça, c'est très grave. Et je le dis pour les chrétiens comme pour les musulmans. Merci Jean Stone. Une question? Alors, je vous demandais vraiment de faire bref dans vos réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions et le temps passe. Alors, une question à l'attention de Dominique Tasso. Citer un texte saint, à l'instar de la Bible, est également un argument autoritaire. Il n'a de crédit que face à un auditoire de croyants et n'a aucune valeur scientifique. Alors, je crois que nous sommes ici sur Oumma TV. Tout à fait. Non, pas encore. On Non. le fera bientôt. Pour l'instant, on est devant dans un amphithéâtre de la maison de la chimie. Donc nous sommes dans un contexte où la puissance invitante est une puissance qui affirme l'importance de la religion dans la vie de tous les jours. Et c'est évidemment dans ce contexte-là qu'il était tout à fait opportun que je puisse parler de la Bible, comme d'autres ont pu parler du Coran. Mais il est évident qu'il faut bien comprendre qu'il y a une autonomie des différentes disciplines. Alors, l'autonomie des différentes disciplines ne veut pas dire qu'il y ait une séparation complète, et il est certain que précisément quand on arrive à la question des origines, qui normalement ne devrait pas être une question de science, c'est-à-dire on a beaucoup, tout à l'heure on a beaucoup parlé de fossiles là, depuis le début du débat. Je pense que c'est à côté de la question, parce que les fossiles ne sont pas l'histoire de la vie, les fossiles sont l'histoire de la mort. Les fossiles, ce sont les cimetières de fossiles, ce sont des cimetières. Si vous vouliez reconstituer la ville de Paris aujourd'hui avec ses habitants en ayant à votre disposition que les cimetières de Paris, la quantité d'informations dont vous disposeriez serait infime par rapport à ce qu'il faudrait connaître pour savoir ce qu'est la ville de Paris et ce que sont les habitants de Paris aujourd'hui.
Les ossements ne représentent que 10% peut-être de l'information utile pour connaître un individu. Il est évident que les impossibilités à l'évolution, on ne les trouvera jamais chez les fossiles. De toute façon, les tests d'interfécondité sur fossiles, on ne les fera jamais. Donc, c'est l'être vivant qui compte. Si l'évolution avait eu lieu, elle devrait avoir toujours lieu, et on devrait mettre en évidence aujourd'hui chez les êtres vivants des tendances à passer d'une espèce à l'autre. Alors, ce qu'on reconstitue pour les fossiles, ça ne sont que des interprétations à partir de faits, mais les faits, c'est des os d'individus morts, ce ne sont pas des êtres vivants, et l'évolution, c'est un phénomène biologique. D'autre part, je voudrais quand même critiquer le fait d'imaginer des ancêtres communs, alors que précisément, pourquoi est-ce qu'on invente ces ancêtres communs? C'est parce qu'on bute sur les différences. Alors justement, les ressemblances, c'est très bien, mais quand on bute sur les différences, à ce moment-là, on voit bien que le passage n'est pas possible. Alors que fait-on? On dit, mais non, bien sûr, l'homme ne descend pas du singe, il y a un ancêtre commun. Ça c'est facile, mais on est dans une science langagière, là. On n'est pas du tout on n'est pas dans la démarche scientifique normale. Et je voudrais quand même signaler une chose tout à fait étrange, c'est que pour l'homme de la rue, l'évolution, c'est que l'homme descend du singe. Et alors, autrement dit, on a un message pour le grand public. Alors lui, il peut avaler n'importe quoi. Et puis, entre scientifiques, alors non, l'homme descend du singe, parce que ça, c'est trop gros, on n'arrivera pas à le montrer. Ils ont un ancêtre commun. Mais si vous voulez, c'est extrêmement pénible de voir ces démarches qui sont de la dialectique, c'est du langage, tout ça. C'est des effets de discours. Alors que normalement, la science, c'est l'examen des faits, l'examen des réalités, l'examen des espèces pour elles-mêmes. Mais cette manie de faire appel à des ancêtres qu'on n'a jamais vus, parce que, attention, les ancêtres en question, on ne les a jamais vus. Il y a dans l'arbre de la vie, ce qu'on appelle l'arbre de la vie, vous savez, on part de la Bible et puis on aboutit aux espèces actuelles, ou fossiles. Mais cet arbre-là est une pure reconstitution, c'est une pure interprétation à partir des faits, mais les faits, ce sont uniquement les rameaux terminaux, c'est-à-dire les espèces, qu'elles soient vivantes ou fossiles. Merci Dominique Tassot. Donc, Dalguesou, souhaitez-vous répondre? Moi d'abord, je voudrais savoir combien de temps il nous reste, puisque nous sommes accordés pour comptabiliser tout le temps pour les deux camps, et parce que... Il y a plus 6 minutes. Il leur reste 6 minutes? Non, combien il leur reste et combien il nous reste? Décalage de 6 minutes, donc Non, combien il leur reste et combien il nous reste? Combien de temps il reste à la conférence? Comment? Ils ont 6 minutes d'avance sur 6 minutes. Ça veut dire quoi ça? Ils ont parlé 6 minutes en plus. C'est ça, ils décident quand on termine. On a terminé, on peut terminer. On peut aller, on peut terminer. D'accord. Ouais, donc après, tout à fait. On terminera. 6 minutes de plus. C'est pas grave. Ils ont parlé 6 minutes. Ok. Bon. Première des choses, je crois qu'il est impératif. Il est impératif de comprendre que quand on parle des textes religieux, on est en train de parler de compatibilité ou pas des textes religieux, que ce soit le Coran, la Bible, le Hadith, c'est-à-dire les citations ou les affirmations du prophète Mohammed, etc. Lorsque nous parlons des textes sacrés, nous parlons de compatibilité et non pas de référence. Ce n'est pas une référence, on ne va pas trouver les faits de l'évolution, ni dans le Coran, ni dans la Bible. Donc on était, jusqu'à présent, tout à l'heure, on était en train de discuter, l'évolution est-elle un fait ou est-elle crédible scientifiquement? Y a-t-il des preuves ou y a-t-il des failles dans la théorie? Et là, personne n'a le droit, scientifiquement, ça c'est que je fasse de l'astrophysique, ou que je fasse de la génétique, ou que je fasse de la géologie, personne ne peut sortir un verset et dire, regardez ce verset, il me dit. Parce que ça, ce n'est pas de la science. Désolé. On peut a posteriori venir et dire que nous avons appris ceci, cela de la science. Est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a matière à interpréter ou recomprendre ou faire appel aux exégètes ou autres? Mais c'est a posteriori et non pas a priori, pas avant. Donc que l'on soit bien clair sur la position des textes sacrés et quand est-ce qu'on les cite et on les cite dans quel cadre. Ça c'est un. Deuxièmement, je suis désolé monsieur Tassot, mais si après toutes les recherches, toutes les références qu'on vous a données pour les fossiles intermédiaires, pour toute la lignée des hominidés, etc. Et nous avons les outils de datation.
Par exemple, il y a un fossile, le fossile qui s'appelle Salam, qui a été découvert en 2006, ou qui a été annoncé en 2006, qui avait été découvert, je crois, 4-5 ans avant, par un Éthiopien qui est aujourd'hui à l'Académie de sciences de Californie, qui a publié beaucoup de travaux, et on l'a appelé la petite fille de Lucie. Évidemment, c'est pas la fille naturelle, c'est pas la petite fille, mais pourquoi on a appelé fille, et pourquoi petite, et comment on a mesuré son âge, bien que, entre parenthèses, elle était un petit peu plus âgée, 3,2, 3,3 millions d'années pour l'une et l'autre, parce que par les méthodes scientifiques que nous avons aujourd'hui, de datation, de rayons X, etc., on peut savoir par des fractions de mâchoire, est-ce que ce fossile provient d'une fille ou d'un garçon, et de quel âge, elle avait 3 ans, et comment elle est morte, et est-ce qu'elle a été mordue par un crocodile ou je ne sais, ou est-ce qu'elle est morte noyée, etc. Ce n'est pas du langage, ce n'est pas de la dialectique ou de la rhétorique, c'est de la science pointue, précise, que tout le monde peut faire. Donc, quand on parle de tous ces fossiles, alors on a entendu aussi tout à l'heure que Hardy est aussi une fraude. Hein? Donc, tous ces fossiles qui ont été travaillés pendant des années, cet Éthiopien a mis 5 ans avant de publier son truc sur Salam, cette métaphoriquement appelée la petite fille de Lucie. 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il a mis un temps fou à essayer d'analyser ce crâne qu'il avait trouvé, qui avait des manques, qui avait des parties comme ça, etc. Donc, qu'on ne parle plus, s'il vous plaît, de trafic ou d'imagination, que tout ça, ça a été imaginé, que c'est une méthode rhétorique, on ne veut pas dire aux gens que nous descendons du singe, donc on va leur dire ancêtre commun, c'est plus facile à avaler pour tout le monde. Mais non, c'est de la science, c'est la science qui nous dit que c'est un ancêtre commun, et non pas un parent direct, ou un parent éloigné, ou à quel âge il est mort, ou à quel moment de la vie de la Terre il a vécu, et combien de temps, etc. Merci. Oui. Moi, je voulais réagir sur quelques-unes des choses qui ont été dites tout à l'heure, en particulier, on nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de new genetic information, jamais de new genetic information. Si, les généticiens ont très bien compris que plusieurs fois dans l'histoire de la vie, il y a eu des duplications complètes du génome, et qu'après ces duplications complètes du génome, les gènes ont pu continuer à évoluer, et du coup, après coup, permettre beaucoup de nouveautés, et voilà. Donc quand on dit pas de new genetic information, I am sorry, mais c'est une grosse bêtise. Je voudrais signaler aussi que Gould, il faut faire un peu attention, Gould n'a pas été toujours très correct dans sa discussion des équilibres ponctués du gradualisme, mais quand il a discuté, il a quand même admis tous les exemples de séries évolutives très progressives et très graduelles qui avaient été trouvées par Gingerich et par d'autres. Il ne les a jamais niés. Seulement, comme il défendait son modèle avec beaucoup de brio et avec une certaine désinvolture, il a dit « Oh, c'est des exemples qui n'ont pas beaucoup d'importance ». Vous pensez qu'on était contents, les paléontologues qui avaient mis 30 ans à sortir ces registres très complets, parce que c'est un énorme boulot de les sortir. Donc Gould, il y a aussi des paléontologues et des paléomammalogistes qui ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'il a traité avec une désinvolture incroyable les meilleurs registres fossiles qui montrent des continuités. Alors, Monsieur Tasso, quand on descend dans le temps et qu'on voit les chevaux et ensuite les hyparions et ensuite leurs ancêtres qui sont de plus en plus petits, etc. Et quand on voit de l'autre côté les rhinocéros et leurs ancêtres et que toutes ces séries convergent dans le passé à des choses qui sont absolument semblables, qu'est-ce que vous voulez de plus comme façon de faire de l'histoire et comme historiquement avoir la preuve d'une descendance. Alors c'est une descendance à grande échelle, on ne fantasme jamais sur celui-là qui serait le père de l'autre, mais autant que les documents historiques pourraient montrer une histoire, elle est là et elle est documentée, on a le droit de faire de l'histoire. Ce n'est que de l'histoire. Dans l'histoire, il faut bien interpréter ces documents. Mais quand on a ces séries justement dans lesquelles les variations se déplacent très lentement de couche à couche dans les meilleurs registres fossiles, on s'approche autant qu'il est possible de la preuve de la continuité morphologique. Alors, ne demandez pas aux historiens plus que ça, nous n'avons pas encore la machine à remonter le temps, mais on a de temps en temps des séries évolutives, on ne peut pas demander de preuves plus fortes et plus complètes de la continuité évolutive.
Très rapidement sur les hommes fossiles, je voudrais dire qu'il y a les squelettes, mais qu'il y a aussi l'évolution des industries culturelles, et que quand on s'attaque aux industries culturelles et qu'on se pose la question à partir de quel moment ces hommes sont comme nous, culturellement, mais c'est pas évident, parce qu'entre moins 200 000 et moins 100 000 ans, en Afrique, il y a des progrès techniques qui se produisent, mais qui se produisent les uns après les autres. Il n'y a pas un moment, tout à coup, où il y aurait des outils beaucoup mieux et un tas de choses nouvelles, mais il y a des innovations technologiques qui se produisent au cours du temps. Et donc, ça existe aussi, ce registre des productions d'industrie préhistorique et des productions culturelles. Ça montre beaucoup de continuité jusqu'à moins 50 000 ans, où là, quand ils commencent à faire des peintures préhistoriques, des choses, on pense qu'ils sont vraiment comme nous, hein, ils font des choses magnifiques. Mais avant, ben voilà, on a une continuité dans les progrès culturels. C'est pas de notre faute, c'est ce qu'on trouve dans les gisements. Enfin, je vais faire un dernier commentaire sur cette question des échelles temporelles. C'est normal que il faut voir ces échelles temporelles, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Nous, on saute tout de suite à 500 000 ans, 1 million d'années, des millions d'années. Donc, si vous voulez, c'est énorme par rapport aux êtres vivants actuels. Donc, si à l'heure actuelle, on voyait des passages entre espèces, ça aurait été tellement vite qu'on serait devant quelque chose, on ne pourrait plus déchiffrer l'histoire. Heureusement, il y a ce mélange entre une stabilité des espèces, mais qui toutes varient quand même en permanence, et puis les documents qui font que, mais il faut descendre à 100 ou 200 000 ans pour voir des petites différences. Donc la stabilité, on l'observe, mais on voit aussi ces différences qui progressivement s'accentuent quand on descend plus loin dans le passé. Bon, il y a une cohérence, mais il faut voir qu'il ne faut pas se tromper d'échelle. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des choses à l'échelle de quelques générations humaines qu'à une échelle beaucoup plus grande, il ne se produit pas des choses qu'en fait, les documents historiques montrent. Et donc, il n'y a pas... C'est une complémentarité. Et la stabilité des espèces, quand même, ce n'est pas une fixité, puisque les espèces sont faites d'individus tous différents les uns des autres. Vous savez très bien que si on prend n'importe quelle population dans la nature, de sangliers ou de ce qu'on veut, et il y aura les plus petits, il y aura les plus grands, il y aura la taille moyenne, il y aura ceux qui auront le pelage un peu plus foncé, un peu plus différent. Donc il y a de la variabilité. Et nous, quand nous regardons les variabilités morphologiques chez les fossiles, on compare la variabilité morphologique dentaire aux variabilités d'espèces actuelles. Nous avons les mêmes chiffres, donc logiquement, que les variabilités des espèces actuelles. Donc c'est pas complètement faux ce qu'on dit. Et si un squelette, ce n'est pas tout l'animal, les dents chez les mammifères sont très species spécifiques, et il y a des spécialistes de rongeurs actuels. Vous leur apportez des petites souris qui ressemblent tellement à d'autres souris que pour les reconnaître, ils regardent les dents. Donc les dents peuvent aller très très loin dans la précision systématique. Et il y a des groupes pour lesquels, avec les dents et les crânes, on va très très loin dans la précision et dans l'histoire qu'on reconstitue. Merci. Merci Marc Godinot. Combien ici 12 ici 9 et 12. 3 minutes d'avance pour... Il y a une question justement, j'ai une question pour vous, parce que Monsieur Oscar... Can we switch to my projector? Okay. Okay, I would like to start with Lucy first. This is from Scientific Magazine, French Scientific Magazine, Science et Vie. And it says Adieu Lucy. It was taken out from the literature. A new theory states that the genus Australopithecus is not the root of human race. Adieu Lucy says it's a Darwinist magazine, evolutionist magazine. It says Australopithecus is not the root of human race. It's not the ancestor of human beings, as against what they said. Large primates considered the ancestor of man have been removed from the equation of the family tree. Thank you. This is an ape. Lucy is an ape. Australopithecus is an ape. It's not only the bony fractures or ankylosing vertebra. There are many other details that since I didn't have time to mention to you. For example, Fred Spoon and Bernard Wood, very famous paleoanthropologists, evolutionists, they have done experiments on the semicircular canals of the human race
Homo erectus and Homo sapiens, and the Australopithecus and Homo habilis. You know what they found? The angle of the semicircular canals, which controls the balance, is suitable of the Australopithecus and Homo habilis for stoop forward walking. And in humans, Homo sapiens and Homo erectus for upright walking, a very different angle. Also, the diameter of the hypoglossal nerve, which controls talking, in humans is twice as large. Australopithecus, Homo sapiens is twice as large. Australopithecus and Homo habilis. You know what that means? They are exactly at the same level with the chimpanzees and orangutans, and humans are humans. There is nothing in between. There is huge genetic difference. Now, Tiktaalik rosea. We talked about Tiktaalik rosea. I told it's a forgery. It's a well-known fact in the scientific circles. Let me show you. This is the original picture. That is the original picture of Tiktaalik rosea. No. If you go down below. Okay, this is Tiktaalik rosea and Alligator sinensis comparison. Only a skull was found. That was published in Nature magazine. Only one skull. That is the original picture. And you see eyes on the top, a flat skull. It belongs to a land animal. And that is Alligator sinensis. You see, very similar. Now we go down. Next picture, please. Not this one. Okay. Look here, please. Okay, I will look. Here's the paper. Now I will show you. Here's the paper. We look at the paper. I will show you. This is. Hold on a second. Just be patient. Marc, tu peux intervenir si tu veux. This is the website. We have, excuse me, but we have the original paper of the description. There is not only the skull, there is a skull attached with the rest of the skeleton. Body was added after that. This is University of Chicago's. Hold on a second. Let me talk. This is University of Chicago's Tiktaalik rosea website. It was investigated, did research in University of Chicago. You see only a skull over here, a flat skull. Where is the body? There is no body, right? Now let me show you other pictures. Marc, tu peux prendre The body was added. The body belongs to a fish. The skull belongs to an alligator, very similar to Alligator sinensis. And a fish body was added. You know why? To look at half and land animal, half fish. But it is a forgery. Why do they forgeries? Because they lack the evidence for evolution. Ida, let me show you Ida. Ida is a very recent one actually. This is from Ida. You see, they claimed Ida is the ancestor of man. That was in the world media, in French media, in the United States, all over the world. They presented as the ancestor of man. You know what happened after that? Fossil skeleton known as Ida is not the ancestor of man. Primate fossil is not the ancestor. BBC apologized, New York Times apologized. Why? Because there is no ancestor of man. Ida, RD, Tiktaalik rosea, all forgeries. Australopithecus is an ape, extinct ape species. It's called southern ape. That's the reason why science said we removed it from it was removed from the literature. Australopithecus afarensis just belongs to ape species. So now they talked about somebody said about the duplication of the genes. Now I'm going to show you that what duplication means, and you can decide whether it's a new genetic information or not. That is what duplication means. You see a chromosome over here. In one part of the chromosome, the area is duplicated. That means exactly the genetic information. The same copy is being produced, twice as much. Now, this is duplication. Is there a new genetic information? No, just a copy. Now imagine a book. If you copy a chapter in this book, one more time, the chapter exactly the same added to this book, would that increase the information in this book? No, because it is the same of a previous chapter which has been existing from the very beginning. So this is not a new genetic information. Evolution has to show new genetic information, but this is harmful. Duplications are known to be harmful because there are overexpression of the genes. For example, if this gene produces insulin hormone, it produces insulin hormone twice as much. Because of the hypoglycemic shock, you get into coma and die. So if you go into the middle of a genetic information, the duplication, it just destroys the genetic information that it goes into. This person is crippled, disease, cancer, and they die. So it is not a new genetic information, and it is harmful. So none of them, they say, is a evidence. We want evidences, scientific evidences, transitional forms, mutations which can shows the production of new genetic information. There is no such thing.
that is the reason why they refute evolution. Evolution is not science. Evolution, Darwinism is a pagan religion. Pharaoh of Egypt believed the same thing. He said, the living things emerge out of the mud of the Nile River by chance. So, 3,000 year old religion. Donc Marc Gaudieu, vous voulez répondre à l'argumentation de M. Babounin? Yes, I would like just to. Alors, je vais faire un petit commentaire en anglais pour qu'ils le comprennent. Hein. I wanted just to ask one comment. On vient de nous dire que Tiktaalik, c'est une supercherie parce qu'il n'y a que le crâne qui a été décrit. Alors moi j'ai ici l'article original paru dans Nature en 2006, chacun peut venir le voir. Et le spécimen type est un crâne avec toute la partie antérieure associée avec les ceintures pectorales et les nageoires. Et il est dit dans le texte, par les scientifiques qui les ont décrits, qu'ils ont 3 spécimens avec des éléments en connexion. Donc c'est quand même difficile d'avaler que ce serait une supercherie et qu'on aurait collé les uns aux autres, parce que dans la description initiale par les scientifiques, on voit un crâne en association. Alors, I will tell you, the public here cannot understand what you have told about Ida. Ida did not make a big thing in the French public and in the French news because the journalist called me. The journalist of Le Monde called me and asked me what I was thinking of Ida. And I am one of the specialists. There were specialists of the 2 and I was one of the specialists. Ida, c'est un primate fossile du gisement de Messel en Allemagne qui a 47 millions d'années et dont les découvreurs ont essayé de le pousser un peu du côté d'un ancêtre, du côté d'un groupe qui aurait une parenté avec les singes. Mais ce n'est pas admis du tout par la majorité de la communauté scientifique. Et moi, pour toutes sortes de raisons, j'étais fermement opposé à cette opinion. Et donc, quand les journalistes m'ont demandé mon avis, j'ai dit « N'en faites pas un plat, c'est pas du tout intéressant. » Et donc, ça a fait un gros plouf. En France, on n'a pas eu du tout cette explosion dans les nouvelles, à la télévision, etc., sur un nouveau chaînon manquant, qui était vraiment là, proche, c'était très exagéré, et c'était presque une supercherie, et ceux qui ont fait ça, c'était des journalistes. C'est un journaliste qui avait essayé de faire un coup médiatique à partir d'un fossile qui était un très beau fossile. So Ida is unknown in France because I told to the journalist that it's not a haplorhine at all. Donc on va devoir conclure sur cette question puisqu'on a 5 minutes pour libérer la salle, ça soir on va nous mettre dehors. Donc je vais demander un mot de conclusion, 1 minute, mais rapidement alors, rapidement parce que le temps presse, on doit libérer la salle à 19h. Oui, rapidement. Oui. Allez-y. Non, je voulais simplement dire que tout ce débat montre bien que M. Guessam, je le trouve très optimiste. Il n'a aucune preuve de la descendance. Ce n'est pas des preuves qu'il donne, des juxtapositions de faits. Ça ne s'appelle pas des preuves. Personne n'a pu, en laboratoire, faire une transition d'espèce. C'est-à-dire personne n'a réussi. Je vous donne un reptile, faites-moi un oiseau. Personne n'a réussi ça en laboratoire. Or, nous avons des moyens expérimentaux qui sont très nettement supérieurs à ceux qu'on trouve naturellement dans le contexte. Donc ça veut dire que tout ce que vous montrez, ce n'est pas des preuves de descendants, c'est des juxtapositions. Vous montrez des faits, bien entendu. Et je crois que vous voulez être rigoureux sur le plan scientifique, vous avez parfaitement raison, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il y a quand même une interprétation des faits que vous faites vous-même en montrant des fossiles proches. Et le fait, les formes de transition, les missing links, c'est un faux problème, à mon avis, et c'est dommage de se focaliser là-dessus. Il y a d'autres choses plus intéressantes à démontrer. La réponse de l'état des sourds. Vous pouvez montrer l'Italie d'abord. On ne va pas arrêter de regarder. Là ? Oui, 1 minute. Il y a de très grandes branches, il y a de très grandes connaissances de la science générale qui n'est jamais établie par expérience dans un laboratoire ou qui a été reproduite devant nous ou qui a été déduite de la manière
logico-physique que vous insinuez. J'enseigne l'astrophysique, j'enseigne la cosmologie. Je vous dirais sans exagérer que peut-être plus de 90% des connaissances que nous avons qui sont fermement établies en astrophysique, on ne les a jamais reproduites en laboratoire. Nous n'avons jamais vu un système solaire se produire devant nous. Nous savons très très bien comment notre système solaire s'est fait. Nous n'avons jamais vu... Parler de la biologie, un univers. Non, mais attendez, je parle de la science de manière générale. La science de manière générale adopte des méthodes diverses, dont certaines sont ce qu'on appelle en anglais inference, c'est-à-dire des espèces de déductions. On ne peut pas exiger de chaque science qu'elle produise des preuves expérimentales dans le laboratoire pour que ceci soit accepté ou cela ne sera pas accepté. Ça, ce n'est pas de la méthodologie scientifique avérée, du moins dans beaucoup de branches de la science. Il y a des choses que l'on ne peut que déduire par lien. C'est vrai, ce sont des liens, vous appelez ça des juxtapositions pour essayer de réduire leur impact. Moi j'ai dit ce sont des liens, ce sont de l'évidence, comme on dit en anglais, evidence, qui se supportent, qui se fortifient l'une à l'autre dans un cadre qui est très solide, et c'est comme ça que l'on établit cette connaissance. Bon, pour conclure, donc maintenant nous allons prendre... Non, excusez-moi, une minute, non, désolé. Nous recevons le signal des planètes, ce signal a été émis depuis 2 millions d'années, nous le recevons aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'on peut établir des vérités, c'est pas comme la biologie. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Vous avez l'information d'il y a 2 millions d'années sur les primates qui ont vécu, vous les analysez. Non, écoutez, sur l'analyse des signaux électromagnétiques, etc., je peux vous en dire. Donc ne remontez pas sur cela. On n'a jamais vu une planète se former, c'est très simple. Il y a 2 millions d'années ou il y a 2 milliards d'années, on n'a jamais vu une planète se former, encore moins en laboratoire. Donc écoutez, non. Laissez-nous dire ce que nous avons comme connaissance, au moins. Hein? Et là, tout est enregistré, tout ceci est enregistré, tout ceci sera sur le web bientôt, et les gens auront l'occasion de disséquer tout cela et de voir est-ce que c'est du solide ou c'est du n'importe quoi. C'est très simple. Mais je vous dis, en connaissance ultime, totale, qu'il y a énormément de connaissances qui ne sont pas établies directement et encore moins expérimentalement en laboratoire. C'est simple. Voilà. Alors maintenant, on va, si vous pouvez bien nous montrer ces 2 derniers slides, s'il vous plaît, pour que Jean conclue en 1 minute et moi après en 1 minute. On vous promet que c'est 1 minute chacun. Oui, on voulait conclure on va conclure tous les deux avec une phrase de Saint-Augustin qui est dans un livre qui porte un titre qui pourrait sembler antinomique de la Genèse au sens littéral. Voyez ce qu'il dit. Et il dit ça il y a déjà 16 siècles. Le ciel, la terre, les autres éléments, les révolutions, la grandeur, la distance des astres, les éclipses du soleil, de la lune, le mouvement périodique de l'année, des saisons, les propriétés des animaux, des plantes, des minéraux sont l'objet de connaissances précises que l'on peut acquérir sans être chrétien par le raisonnement ou l'expérience. C'est il y a 16 siècles qu'il disait ça. Or, rien ne serait plus honteux, plus déplorable et plus dangereux que la situation d'un chrétien qui, traitant de ces matières devant les infidèles, comme s'il leur exposait les vérités chrétiennes, débiterait tant d'absurdités que, en le voyant avancer des erreurs grosses comme des montagnes, les infidèles pourraient à peine s'empêcher de rire. On ne saurait dire l'embarras et le chagrin où ces téméraires zérégoteurs jettent les chrétiens éclairés lorsqu'ils sont accusés et parfois convaincus de soutenir une opinion fausse, absurde par des adversaires qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'écriture. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on a vues ici, qu'on peut discuter sur Ida par exemple, et puis il y a des choses qui sont simplement absurdes. On a évidemment impossible de dire que le Tiktaalik est une fraude, voyez-vous, c'est absurde. Et là, on se ridiculise et on ridiculise notre foi. C'est pour ça que c'est très important. Et maintenant, Nidal va nous dire une citation dans sa tradition. Moi j'ai voulu citer Al-Ghazali, parce que Al-Ghazali est peut-être le théologien ash'ari orthodoxe par excellence dans la tradition musulmane. Même les non-musulmans le connaissent. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas me reprocher, voilà, c'est un rationaliste, c'est un mu'tazili, c'est al-jahid, c'est ceci, cela. C'est Al-Ghazali. Regardez, et je vais vous dire très honnêtement ce que j'ai changé, ce que j'ai inséré dans la citation. Ça, c'est Al-Ghazali qui avait un problème avec les mathématiques et l'astronomie. Pourquoi ?
Parce que d'un côté, il voyait très bien que les mathématiques et l'astronomie étaient rigoureuses et précises, qu'elles arrivaient à prédire, comme Saint-Augustin était en train de dire, les éclipses, les effets astronomiques que l'on voit et qu'on peut prédire, etc. Mais d'un autre côté, il voyait que l'astronomie menait, selon lui, à certains dogmes ou certaines croyances qui étaient trop apparentées à ce que les Grecs croyaient et qui étaient, selon lui, un peu trop éloignées des dogmes orthodoxes musulmans. Donc, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire des mathématiques et de l'astronomie? Moi, j'ai seulement enlevé mathématiques, astronomie, j'ai dit science. Et lisez, ou on va lire tout cela ensemble, en gardant en tête, si on appliquait cela, évidemment, lui, il n'a pas parlé de biologie, il n'y avait pas de biologie à l'époque, il n'a pas parlé d'évolution, mais si on appliquait ce que dit Al-Ghazali, ce qu'il disait alors des mathématiques et de l'astronomie, si on l'appliquait aujourd'hui à la biologie et à l'évolution. Il dit, imaginez qu'un musulman sincère veuille défendre sa foi. C'est ce que nos amis veulent faire, c'est ce que nous voulons tous faire. Mais eux, ils veulent, en rejetant toute cette science, l'évolution dans notre cas, il va aller jusqu'à rejeter d'autres aspects de cette science, mais vous avez entendu. Si cela vient à l'attention d'un connaisseur, ce dernier va logiquement rejeter non pas cette science, et là c'est moi qui insère, car il sait qu'elle est solide, ce connaisseur, mais plutôt l'islam. Pourquoi? Car il conclura que ses adeptes s'appuient sur de l'ignorance et sur le rejet des vérités, et je dis scientifiques, lui disait les vérités rationnelles. Et cela ne fera que fortifier l'amour de cette personne envers la science, Al-Ghazali disait la philosophie, mais dans son sens le plus général, et son mépris envers l'islam. Les gens qui s'imaginent en train de défendre l'islam lorsqu'ils rejettent ces sciences, alors que celles-ci, ces sciences, ne présentent pas d'attitude positive ou négative, ces sciences ne sont ni athées, ni matérialistes, ni croyantes, ni quoi que ce soit, ce sont des sciences neutres ou négatives, et ne s'opposent pas à la religion, ces sciences-là. Et je dis, ça c'est Al-Ghazali qui avait des problèmes avec l'astronomie parce qu'elle menait à des cosmologies qu'il n'aimait pas. Il dit, ces gens-là, en fait, font beaucoup de mal à l'islam. Voilà, je vous remercie.